pour la présidentielle en 2017 et en 2022. Et vous avez été également l'une de celles qui a négocié l'accord électoral avec la gauche pour aboutir sur la NUPES, puis le nouveau Front populaire. Oui. On est ensemble aujourd'hui, Clémence Guettet, pour comprendre vos idées, votre parcours, savoir aussi ce qui se passe à la France insoumise quand les caméras et les micros sont éteints, et comprendre aussi pourquoi Jean-Luc Mélenchon voit en vous peut-être un jour une éventuelle première ministre. Actuellement, vous êtes âgé de 34 ans. Moi, j'ai lu beaucoup de choses pour préparer cette rencontre, et il y a deux éléments qui m'ont frappé dans votre jeunesse. D'abord, vous avez grandi dans un village dans les Deux-Sèvres avec un nom très bucolique qui s'appelle La Forêt-sur-Sèvre. Mhm. J'ai regardé des photos, on se verrait très bien en vacances là-bas. Et puis, vous avez grandi avec une mère professeure d'anglais, un père au foyer, ce qui est très rare. Mhm. Je me suis demandé comment on se construisait en tant que petite fille et adolescente avec un modèle familial assez éloigné de ce qu'on voit peut-être de façon plus classique. Je pense que, comme pour tout le monde, ma socialisation primaire, le modèle, le type de vie qu'ont choisi mes parents a eu beaucoup d'influence en effet. La première influence politique, je dirais que c'est quand même le rapport à l'écologie, parce que vous l'avez dit, j'ai grandi vraiment dans un endroit très rural. Là, vous avez cité le village. En réalité, j'habite encore plus Dans un hameau, c'est au ça? milieu des champs que ça, voilà. Ce qui, pour moi, était synonyme de beaucoup de liberté, parce que il y avait pas de circulation, il n'y avait pas tant de voisins que ça, etc. Et donc, beaucoup de liberté avec mon frère, mais aussi un rapport à la nature très fort, parce qu'on passait notre temps dehors. Donc ça, je pense que c'est la première chose. Et puis après, sur le choix de vie qu'ont fait mes parents, ça a eu des conséquences financières, puisque mon père était homme au foyer, donc il n'avait pas de salaire. Ça fait une vie plutôt, un style de Euh, vie plutôt modeste. voilà, plutôt modeste. Avec, mais ça je l'ai compris plus tard, avec un capital culturel qui était quand même relativement élevé. Les deux avaient fait des études d'anglais, mes parents, donc il y avait beaucoup de livres à la maison, enfin beaucoup d'objets culturels quand même dans notre vie quotidienne, mais un capital financier qui était modeste. Et je dirais que Hem, peut-être que je le suranalyse, vous savez, on suranalyse Oui. toujours un peu ce qui est à la source de nos engagements, et cetera. Mais je dirais qu'il y avait quand même des éléments constitutifs de 2 engagements qui sont très importants pour moi, à savoir la question écologique, l'environnement, le cadre de vie de manière générale. Maintenant, j'habite dans un endroit, très urbain, qui est On en parlera tout à l'heure. complètement différent. Mais aussi la question des inégalités, de la justice sociale, et le sentiment que les choses ne sont pas acquises, qu'il faut comment dire, faire en sorte que l'État soit protecteur pour celles et ceux qui n'ont pas la chance de naître forcément dans un endroit avec une cuillère en argent dans la Vous bouche. diriez que vous avez été une personne politisée très jeune, dès l'adolescence par exemple? Ou c'est venu un peu plus tard? Je pense que j'ai été politisée très jeune. Je me suis engagée dans un parti politique à 18 ans. Donc, de fait, dès l'adolescence, je me sentais très politisée. Je suivais les mouvements étudiants, lycéens qui se passaient dans ma jeunesse à moi. Mais je pense que aussi à la maison, c'était une maison où on parlait politique, où c'était pas du tout un tabou. Au contraire, c'était une famille de gauche. C'était pas une famille de militants. Mes parents n'ont jamais eu d'engagement militant à proprement parler, mais on parlait politique. Et je me souviens de Le Pen au second tour, alors même que j'étais relativement petite. Donc je sais Vous que... êtes né en 1991, donc Jean-Marie Le Pen, c'est en 2002. Exactement. Voilà. Donc j'étais très jeune, mais je m'en souviens parce que les discussions politiques étaient très présentes. Celui que vous avez envie de suivre, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il va quitter le PS en 2008. Vous le rejoignez 2 ans à peine plus tard avec le Parti de gauche, Mm. qui est un petit peu l'ancêtre de la France insoumise. À l'époque, Jean-Luc Mélenchon, il est très peu connu. Qu'est-ce qui va vous donner envie de vous impliquer à ses côtés? Eh bien, alors, après mon engagement, bref, Express, mais on va dire. intense, syndical, j'ai continué de chercher un endroit où militer. Donc Vous sentiez que c'était important j'ai pour fait vous partie d'avoir un endroit pour faire ça? d'associations, diverses et variées d'ailleurs. Mais c'est pas la même chose. Une association, vous choisissez un sujet, par exemple, j'ai milité sur la question des prisons, Oui. sur la question des violences conjugales, mais j'avais envie d'un engagement plus englobant que ça. C'est-à-dire que j'avais le sentiment de vouloir participer à quelque chose, une dynamique qui propose un projet de société aux gens, pour changer leur vie dans leur ensemble, et non pas un engagement plus sectoriel, que je ne méprise pas du tout, parce que je le trouve, y compris parfois peut-être plus efficace. Je vois les gens qui dédient leur vie à un Il y a une engagement cause particulière. associatif. Bon, y compris en termes de plaidoyer, vous pouvez être extrêmement précis.
et vous pouvez changer des choses. Mais moi, c'était pas ce dont j'avais envie. Et donc, j'ai continué de chercher. Et dans le paysage politique à cette époque-là, il y avait le Parti socialiste, l'extrême gauche, le NPA, Lutte ouvrière, et puis les Verts, mais c'était très petit à l'époque. Et puis le parti de gauche qui émergeait à ce moment-là, pour former ensuite le Front de gauche avec les communistes pour la présidentielle de 2012. Et donc, c'est à cet endroit-là qu'ont résonné les choses qui étaient importantes pour moi, que ce soit la question de la justice sociale, que ce soit la question écologique. Et c'était très nouveau que le Oui. parti de gauche arrive avec une offre politique de gauche radicale, donc de rupture sur le plan social, mais aussi avec une pensée écologique. À une époque, on parlait beaucoup moins de réchauffement climatique qu'aujourd'hui. Exactement. Et c'était porté par Martine Billard, qui en était la coprésidente avec Jean-Luc Mélenchon, qui avait beaucoup réfléchi à l'écosocialisme. Et pour moi, c'était la première fois que j'entendais une doctrine politique qui articulait ces deux exigences au bon niveau. Comment est-ce qu'on se fait remarquer comme ça du patron d'un mouvement politique? Je dirais que c'est pas lui qui m'a remarqué, déjà, parce que moi, j'étais pas à Paris. Donc, j'avais cet engagement local, mais c'est un parti avec une forme parti classique. Oui. Et donc, il y a des congrès de temps en temps, il y a des événements nationaux dans lesquels les militants partout en France montent parce qu'il y a une manifestation ou que sais-je. Et puis, il y a eu évidemment la campagne présidentielle, où cette fois-ci, j'arrivais juste à Paris. Je suis arrivée à Paris en 2012. Et donc, de fait, ça a fonctionné comme ça fonctionne encore aujourd'hui à la France insoumise, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup moins de gens, beaucoup moins de militants, mais quand vous aviez envie de prendre une tâche, une responsabilité, de faire quelque chose, vous aviez envie de faire quelque chose, De le faire. on vous permettait de le faire. Et on vous permettait de le faire en débroussaillant avec vous ce sur quoi vous pourriez être à l'aise, quitte à tenter des choses, pour trouver une place où vous vous sentez bien, vous êtes utile, vous êtes efficace. Je dirais que, et c'est vraiment une chose importante pour moi, c'est que je pense que on est un bon dirigeant politique quand on fait confiance à des gens pour véritablement prendre des tâches et ne pas contrôler ou ne pas tenir à faire soi-même l'intégralité des choses. Sinon, de fait, vous créez votre propre plafond de verre dans une organisation politique. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon le fait excellemment, c'est-à-dire trouver des responsables. Il y a une mission sur le programme, il y a une mission sur le matériel militant, il y a une mission, etc., etc. Trouver des gens qui ont une appétence pour ça, qui ont envie de le faire, une disponibilité, qui eux-mêmes vont constituer leurs propres équipes après. Et moi, c'est comme ça que mon recrutement militant s'est opéré et je pense que c'est une bonne façon de le faire. Et justement, Jean-Luc Mélenchon, en 2017, il vous propose de travailler sur le programme présidentiel. Il y a eu des idées très fortes dans cette campagne. Il y a eu par exemple l'échelle de salaire à 1 à 20. Ça veut dire que si le SMIC est à 1 400 €, personne ne peut gagner plus de 20 fois le SMIC, donc ça fait 28 000 €, ce qui est déjà beaucoup d'argent. Ouais. Il y a la retraite à 60 ans, il y a un montant maximum d'héritage. Ouais. Comment est-ce qu'on travaille sur un programme concrètement? En fait, on rencontre des gens, on propose des idées à Jean-Luc Mélenchon, c'est lui qui tranche. Comment est-ce qu'on fait un programme confidentiel? Eh bien, alors, il y avait comme base quand même l'Humain d'abord, donc le programme du Front de gauche 2012, qui était donc notre programme avec les communistes, et qui était déjà quand même une base de travail assez importante. solide, ouais. C'était un petit bouquin déjà à l'époque, ils avaient été les seuls à le faire en 2012. Donc ça, c'était une base de travail conséquente. Et puis après, il y avait déjà des éléments doctrinaires un peu éparses. Par exemple, il y avait les cahiers de la défense. Sur les questions de défense, il y avait des camarades qui avaient travaillé sur cette question. Sur l'écosocialisme, par exemple, il y avait des ouvrages qui avaient été écrits. Et donc, la première chose, c'est de rassembler tout ça, c'est-à-dire ce qui constitue un corpus qui peut apparaître un peu éparpillé à un moment, de le rassembler. Et ensuite, ce qu'on a fait 2016-2017, c'est qu'on a fait des auditions avec toute une série de syndicalistes, Vous recevez experts, des universitaires. des syndicats, vous posez des questions. Exactement. Et on leur soumet, on va dire, notre base de travail. On a un échange. Et c'est ce que je vous disais à l'instant sur le travail associatif, permet ça, c'est-à-dire permet une connaissance très approfondie d'un sujet. Et donc, en fait, ils nous ont permis, nous, de nous dire sur tel sujet, je ne sais pas, la pêche, n'importe quel sujet, mais la pêche, par exemple, voilà l'état des lieux de la surpêche, de la pêche industrielle, de ce qu'ont fait les responsables politiques précédents, les gouvernements précédents, les prescriptions européennes, état des lieux. Voilà ce qu'il faudrait faire pour faire en sorte que le stock de poissons
puisse se renouveler davantage, pour faire en sorte que la pêche artisanale puisse permettre aux pêcheurs de vivre et non pas seulement les gros bateaux, etc. Et en fait, il nous donne des préconisations de propositions politiques. Et ensuite, mon rôle, parmi d'autres, c'était sur tous ces sujets, de faire en sorte que le projet soit cohérent, ce qui n'est pas évident parce qu'en fait, on touche à énormément de sujets, et de proposer un projet d'ensemble. Et pour ça, Consultez pas du tout les militants quand vous faites ce si, programme. j'y arrive justement, et pour ça, on était aidés par... Il y avait 40 équipes sur 40 sujets. Donc, je vous donnais la Ouais, pêche, ouais, par ouais. exemple, c'était pêche-mer, c'était Pêche, agriculture, peut-être, une ouais. des équipes. Ouais. Agriculture, c'était une autre. C'est pas exactement les mêmes enjeux. Et du coup, ce sont des groupes de travail qui sont ouverts à tous les militants de la France insoumise. Il faut que ça vous intéresse, évidemment, de ce sujet-là. Et puis, c'est avec eux qu'on travaille, dans des cadres collectifs. Donc, c'est un processus qui est très long. Évidemment, je pense que c'est beaucoup plus facile de faire un document de 100 pages ou de Ouais, 50 c'est pas pages ouais. en chambre à 8, avec 8 responsables politiques. Ça se fait